des candidatures à l'élection présidentielle se multiplient un peu partout. Au pouvoir depuis 4 décennies, ponctuée par une interruption de 5 ans entre 1992 et 1997, M. Denis Sassou Nguesso n'a jamais envisagé de quitter le pouvoir par des élections. Le PCT, dernier vestige du stalinisme triomphant, avec faucille et marteau, ne s'est jamais converti à la culture du multipartisme. Il se mobilise pour satelliser tous les partis influents, comme l'UPADS et le MCDDI, sans oublier tous les micro-partis qui l'accompagnent. Tout ceci pour revenir au monopartisme. Tous ceux qui résistent sont qualifiés d'opposants, faisant partie de l'opposition radicale. Tout ceci pour les marginaliser. Pour consolider cette stratégie, M. Denis Sassou Nguesso s'est reconverti en spin dictateur, en se dotant d'institutions formelles qui ressemblent fortement à celles des démocraties. Élections, parlement, etc. Tout ceci pour soigner son image à l'extérieur. Bonjour, Sergueï Gouriev. Bonjour Philomène, merci de m'inviter. Merci de venir jusqu'à nous. Vous êtes russe, exilé en France depuis 2013. Vous avez dirigé la nouvelle école d'économie de Moscou, grande université. Vous avez été en contact avec des responsables russes au plus haut niveau, Vladimir Poutine compris. Vous êtes devenu opposant. Et vous avez publié en anglais, il n'y a pas longtemps, la traduction française vient d'arriver, ce livre, Spin Dictators, les nouveaux visages de la tyrannie au XXIe siècle. Spin Dictators, pour le dire en français, c'est les dictateurs de la manipulation. Parallèlement à vos travaux d'essayiste, vous êtes directeur de la recherche et de la formation à Sciences Po. Vous êtes le numéro 2 de l'institution. Est-ce que vous diriez que le président russe a toujours fait partie de ceux que vous appelez les spin dictators, les dictateurs de la manipulation en français? C'est ça. Donc, on a commencé à travailler sur ces sujets il y a plusieurs années. Et pendant 20 ans, Vladimir Poutine, comme les autres dictateurs à tout le monde maintenant, les dictateurs du XXIe siècle, a été dictateur d'image, dictateur de manipulation d'informations, de répression couverte et limitée. Mais maintenant, en 2022, il est passé à l'arrière, modèle de dictature du XXe siècle, qui est dictature de peur, dictature de répression ouverte en masse. Et donc, c'est un peu comme Staline ou Hitler ou Mao. Maintenant, la Russie a changé beaucoup. Et donc, les répressions, les censures sont très ouvertes. Quels sont les principaux traits de caractère de ces nouveaux dictateurs? Les nouveaux dictateurs, les dictateurs de spin, c'est un jeu de mots, spin dictator, c'est un peu comme spin doctor, c'est ça. Mais évidemment, ça n'existe pas en français, donc on garde les spin dictateurs, les spin dictators. Mais l'idée, c'est pour prétendre, pour faire semblant d'être démocrate. Et donc les dictateurs du spin, dictateurs de manipulation, en fait, visuellement, prétendent être démocrates avec les tailleurs comme ça et pas uniforme militaire. C'est vraiment comme vous regardez les dictateurs comme Lee Kuan Yew, Fujimori, Erdogan, Viktor Orban. C'est un peu comme les leaders dirigeants des pays démocratiques. Et donc, ils ont des élections qui ne sont pas justes. Ils ont des médias il y a quelques médias indépendants, mais cooptés ou censurés. Donc, propagande est différente, beaucoup plus sophistiquée. Mais la grande différence, c'est vraiment faire semblance de démocratie. On va revenir sur l'un des noms que vous avez cité tout à l'heure, Lee Kuan Yew. Mais avant cela, Sergueï Gouriev, vous dites dans votre livre que ces spin dictators jouent sur l'économie, sur les interdépendances économiques, les interactions avec les pays occidentaux. Vous dites que Vladimir Poutine a longtemps conservé des liens avec des personnalités comme Silvio Berlusconi, Gerhard Schröder ou François Fillon.
C'est du business, non? C'est du business, mais c'est aussi agence d'influence. Pour les dictatures comme ça, c'est vraiment important pour bénéficier, pour profiter des liens commerciaux, des investissements occidentaux. Et donc, pour ça, il y a des amis, il y a des agents, normalement les anciens dirigeants, qui aident les dictatures comme ça pour avoir l'influence et éviter les sanctions. Regardez que les sanctions importantes ont arrivé juste l'année dernière. Avant ça, il a réussi d'éviter les sanctions importantes. On a eu des sanctions depuis 2014, c'est ça. Mais les sanctions importantes, les conséquences, c'est juste 2022. Donc ces personnages vont organiser des élections que parfois ils vont truquer. Et vous dites qu'ils ont un modèle en fait. On va peut-être voir l'image du personnage dont vous avez parlé tout à l'heure. Lee Kuan Yew, c'est l'ancien homme fort de Singapour. Qui est ce personnage? Donc il est pionnier, il est fondateur de ce modèle-là, qui est un modèle de dictature basé sur l'information et réussite économique. Et donc, tous les autres imitent Lee Kuan Yew, disant qu'on va faire les réussites économiques comme Singapour. Dans le livre, on discute, par exemple, de la visite de Lee Kuan Yew à Kazakhstan, qui aussi a essayé d'imiter le modèle singapourien. On discute des conversations entre Lee Kuan Yew et les dirigeants chinois, où Lee Kuan Yew dit qu'il faut faire semblance de démocratie, il faut éviter répression ouverte parce que c'est parfois trop médiatisé. Et donc, il a été vraiment dirigeant très sophistiqué sur le sujet de manipulation des informations et médias. L'apparente similitude entre institutions démocratiques et non démocratiques peut conduire à 3 types d'erreurs pour les démocrates. 1. Négliger complètement le rôle des institutions en régime autoritaire. On considère la dictature comme un régime personnel, où un homme tire son pouvoir de sa personnalité et non de sa fonction. Ainsi, l'institution présidentielle est personnalisée dans toutes les institutions qui en découlent. Le dictateur se fait légitimer par des élections plébiscitaires alors que l'autorité vient du peuple. La théorie de l'homme providentiel, du génie exceptionnel, du personnage du destin est plus sérieuse. C'est ainsi qu'on entend les éloges prodigués par les Collinés, par les Mongala, désignant Sassou comme étant l'homme providentiel, essentiel au pays. 2026, c'est demain, avec la présidentielle en ligne de mire. Comment la majorité présidentielle aborde cette séquence? Écoutez, on est à 9 mois de l'élection. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on est déjà les troupes en ordre de bataille. C'est des choses qui se mettront progressivement en place. Pour ce qui concerne le Parti congolais du travail, dont je suis membre, qui est le parti au pouvoir, et l'épine dorsale de la majorité présidentielle dont vous parlez, nous allons organiser un congrès national au cours du dernier trimestre de l'année 2025. Entre-temps, seront organisés des congrès locaux qui vont permettre de désigner les représentants du parti au niveau du congrès national. Et à ce moment-là, nous prendrons un certain nombre de décisions, et notamment le principe du choix du candidat que nous allons soutenir et porter pendant l'élection qui aura lieu en mars prochain. C'est un secret de polichinelle, le président va forcément rempiler pour un nouveau mandat. Ah, il vous l'a dit? Vous allez l'appeler forcément. Non, mais que nous l'appelions à être candidat, c'est le contraire qui serait une surprise. Qu'il soit candidat ou pas? Absolument. C'est le contraire qui serait une surprise. Donc la vraie question, c'est la position du président de la République, parce que la décision d'être candidat, c'est un choix en âme et conscience que l'homme d'État effectue. Donc nous attendrons que le candidat se prononce
bien entendu, il est très probable que l'ensemble du parti soumette au président de la République la volonté que nous souhaitions tous qu'il poursuive sa tâche. Et pourquoi? Quelles sont les raisons qui vous amènent à le solliciter pour un nouveau mandat? Parce que nous considérons que c'est un homme de synthèse. C'est l'homme de la stabilité. C'est un homme qui va permettre, parce que, comme vous le savez, la Constitution, de ce point de vue-là, n'empêche pas... Pas de problème à ce niveau. Voilà. Ouais. Nous considérons qu'il va utiliser les prochaines années, comme il commence et a commencé à le faire, pour assurer ce que moi j'ai qualifié depuis quelque temps de transmission générationnelle. Parce que nous considérons que le processus qui doit conduire à l'arrivée de nouvelles générations au pic et au sommet de l'État, c'est un processus qui doit être encadré et il n'y a pas mieux que le président Denis Sassou Nguesso. C'est maintenant qu'il va préparer la transmission, il aurait pu le faire bien avant. Il s'est fait, il y a une tout crise le de temps. succession dans votre parti politique, il n'y a pas de talent. Mais pas du tout, c'est fait tout le temps. Mais la transition générationnelle ou la transmission générationnelle, elle est consubstantielle à l'activité politique. Vous savez, quand je suis entré au gouvernement, il y a quelque temps, j'étais le plus jeune des membres du gouvernement. Et puis aujourd'hui, je suis un peu dans le ventre mou, il y a plus jeune que moi. Le président a toujours privilégié le renouvellement des cadres. Aujourd'hui, si vous faites une lecture fine, parce que les gens ne jugent que le gouvernement, parce que c'est la vitrine d'une classe politique, c'est les plus connus, quoi, pour résumer. Non, c'est eux qui sont en responsabilité. Non, c'est les plus connus aussi, parce que c'est eux qui sont la vitrine. Et que la clé. Ou qu'ils sont la vitrine. Mais une vie politique s'articule aussi autour d'autres institutions ou d'autres postes de responsabilité. Il y a l'administration publique. Si vous regardez les administrateurs dans l'administration publique qui sont renouvelés, ce sont des jeunes. Si vous regardez les députés, vous avez une forte proportion de députés, donc avec une forte féminisation et un fort rajeunissement. Donc vous avez comme ça cette transmission qui a d'ores et déjà démarré. Et nous considérons, et en tout cas c'est ma conviction, qu'un homme aussi expérimenté que le président, qui a confiance en la jeunesse, qui a confiance dans ses forces vives, eh bien, va assurer de manière ordonnée, de manière sereine, la transmission du flambeau. La fidélité personnelle au chef, au génial père de la nation, devient alors la base essentielle du régime. Dans ces conditions, aucune institution formelle ne fonctionne de façon démocratique. À partir du principe que toute institution formelle remplit le même rôle en démocratie qu'en dictature, ou estimer qu'un régime autoritaire doté d'un parlement est nécessairement plus démocratique qu'un régime autoritaire sans parlement. 3. Traiter comme une institution n'importe quelle irrégularité empirique dans les modalités d'accès au pouvoir ou n'importe quel aménagement résultant d'un choix politique du dictateur. Nous avons tous vu les expéditions punitives de la DGSP érigées en gendarmerie et police, son décret publié au journal officiel avant cette décision. Monsieur le ministre, il y a aussi la question de l'insécurité avec le phénomène des bébés noirs. Oui. Là, à ce niveau, quelle est votre approche d'abord sur ce phénomène, avant de rentrer dans le fond aujourd'hui? Vous, en tant que même ministre, citoyen congolais, quelle est votre approche sur ce phénomène? L'insécurité est un élément malheureusement récurrent à la nature humaine. Nous vivons tous dans des pays où cette insécurité correspond malheureusement à l'évolution globale de nos sociétés. Nous avons ce phénomène d'influence des réseaux sociaux, nous avons la déstructuration des familles, nous avons parfois une éducation défaillante, nous avons un phénomène de meute, c'est-à-dire des bandes qui aujourd'hui écument les zones urbaines, et c'est partout dans le monde que les choses se passent comme ça. Bref, nous avons un phénomène d'apparition relativement récente dans notre pays. Ce phénomène que vous avez appelé bébé noir, donc ces bébés noirs se déclinent en bandes. Vous avez par exemple les Américains, les Arabes, etc. Ce phénomène est un phénomène inquiétant parce qu'il touche au vivre ensemble. Il touche à ce qui permet à chacun de nos compatriotes de se sentir à l'aise et tranquille et serein quand il va qu'à ses occupations, chez lui
ou dans le reste des agglomérations ou des zones urbaines, périurbaines et rurales. Ce phénomène est pris à bras-le-corps par le gouvernement. D'abord parce qu'il y a régulièrement des campagnes de répression pour atténuer la malfaisance de ces groupes. Il y a une opération qui a démarré il y a quelques mois, qui est gérée par une unité coordonnée par l'ensemble de la force publique, c'est-à-dire la police et la gendarmerie. Cette opération, dite opération coup de poing, permet régulièrement, puisque vous regardez l'actualité congolaise, je vous renvoie à cette actualité, vous verrez que régulièrement, des bandes, et notamment les plus dangereuses, sont démantelées. Donc ce phénomène est pris à bras-le-corps. Ensuite, il y a un autre phénomène. Là-dedans, vous avez deux types d'individus. Vous avez ceux qui sont des criminels endurcis et qui ont commis des infractions graves. Ceux-là sont jugés et sont destinés à purger des peines dans des centres pénitentiaires qui sont dédiés à cela. Puis vous avez ce qu'on pourrait appeler d'un certain nombre de jeunes qui ont été égarés, qui se sont perdus, qui ont été entraînés dans cette délinquance et qui peuvent, nous le considérons en tout cas, être récupérés pour la société à ce stade. Et à ce moment-là, nous sommes en train d'ouvrir des centres fermés d'éducation, de rééducation et de formation citoyenne. Nous avons dans les prochains mois un centre qui va ouvrir dans la localité d'Aubéville, dans la partie sud du pays. Nous en avons deux autres dans la partie nord, à Bocagna notamment. Et ces centres vont permettre rapidement l'internement de ce qu'on appelle ces délinquants, les bébés noirs, de manière à ce qu'ils soient récupérés, formés et qu'ils deviennent des bons citoyens. Il est 14h30 à Paris, bienvenue dans votre rendez-vous Derrière l'image. On prend le temps, comme chaque jour, de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Et on va se rendre aujourd'hui en République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, pays d'Afrique centrale, où depuis la fin septembre, une opération de répression meurtrière est en cours. Une opération contre les gangs qui sévissent notamment dans les deux principales villes de la capitale, Brazzaville, et la ville littorale de Pointe-Noire. Bonjour Corentin Beignet, bonjour et merci d'être avec nous, journaliste aux Observateurs de France 24. Alors c'est la tradition, vous êtes venu avec un cliché, une photo, on la voit d'ailleurs à l'écran, un homme interpellé par une unité en tenue militaire. De quoi parle-t-on exactement là? Qu'est-ce qui se passe sur ce cliché? Alors cette image, elle est extraite d'une vidéo qui a été filmée le 26 octobre à Brazzaville, donc la capitale du Congo, Brazzaville, la République du Congo. Cet homme qui est interpellé, il se fait appeler, surnommé Adamaka Shina Rambo. Il est présenté par des médias locaux, mais aussi par des utilisateurs sur les réseaux sociaux, comme un des principaux chefs de gang de Brazzaville. Ces membres de gang au Congo sont surnommés les Kuluna ou les bébés noirs, les deux termes ont cours. Et donc cet homme, c'est pas le seul à avoir été ciblé par cette opération de répression de ces gangs depuis fin septembre, et ça continue encore aujourd'hui. La Direction Générale de la Sécurité Présidentielle, c'est une unité d'élite, a été déployée à Brazzaville, aussi à Pointe-Noire ou à Dolisie, pour traquer des membres présumés de gangs. On parle d'hommes en général jeunes qui sont accusés à la fois de rackets, de viols envers la population, mais aussi de trafic de drogue, voire de proxénétisme. Et cette opération, on le voit sur des vidéos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, elle est assez souvent salué par des foules qui sont manifestement soulagées d'être débarrassées de personnes qui manifestement posaient problème dans la vie de leur quartier. C'est une tendance qui est corroborée par pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux. Ça n'empêche pas cette opération de faire polémique. Voilà, il y a une forme de mise en scène quand même, on croit deviner ça dans ces images. Des arrestations de personnes qui sont suspectées, vous venez de le dire, de crimes. Qu'est-ce qui pose problème là exactement? En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, toutes les personnes suspectées n'ont pas été forcément arrêtées. Il se trouve que plusieurs d'entre elles ont été directement exécutées et abattues donc en pleine rue, en plein jour. Sur les vidéos qui circulent, notamment sur TikTok, je disais, il y a des dizaines d'entre elles montrent peu ou prou le même scénario. C'est une personne est en train de filmer, il y a une foule, elle se fraye un chemin à travers cette foule, et il se trouve que cette foule est regroupée devant, pardonnez-moi pour les détails, mais devant un cadavre qui gît dans une mare de sang. On vous montrera évidemment pas les passages de ces vidéos qui montrent ces cadavres. Donc c'est complexe de localiser avec précision ces vidéos qui sont souvent filmées dans des quartiers périphériques que ne répertorient pas forcément
forcément bien les logiciels de cartographie, mais ce qui est établi, parce qu'il y a des témoins, il y a des ONG et même les autorités en sous-main qui le reconnaissent, c'est que plusieurs de ces personnes qui ont été abattues sont des personnes qui étaient suspectées d'être des bébés noirs, d'être des koulouna, et qui se retrouvent donc abattues en pleine rue. Et leur cadavre est ensuite laissé dans l'espace public, sous les yeux d'enfants. Les veillées mortuaires ont été interdites. Enfin, tout ça participe quand même à la polémique. Un de nos observateurs a été témoin d'une de ces exécutions. Il a demandé de garder l'anonymat, mais je vous propose de lire quelques extraits de son témoignage. Il dit « J'ai vu une patrouille de la DGSP débarquer. Ils étaient une dizaine dans un pick-up, tous armés, certains avec des kalachnikovs, d'autres avaient d'autres mitraillettes. Ils étaient tous cagoulés. Ils se sont arrêtés devant une maison. Ils ont interpellé un jeune, l'ont sorti dans la rue, l'ont allongé par terre et lui ont mis une balle dans la tête. » Les partis, parlements, élections, dont s'est doté le système tyrannique, remplissent les fonctions spécifiques qui n'ont rien de commun avec le rôle que ces institutions jouent dans une démocratie. En dictature, la centralité des institutions fait office de correctif à la marge, mais ne change rien au fait que le régime est essentiellement fondé sur les rapports de force, susceptibles à tout moment de dégénérer en conflit ouvert. Prenons l'institution justice. Celle-ci n'est qu'un simple outil aux mains du dictateur. Elle sert à emprisonner les opposants, elle sert à protéger les criminels économiques et financiers, elle sert à truquer les élections, elle sert à protéger les criminels économiques et financiers. Quelques exemples. En pleine séance parlementaire, un député dénonce la construction d'une route imaginaire d'environ 150 km. Après cela, le procureur de la République n'a pas osé diligenter une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. On a concédé le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, si vous avez des ministres qui ont failli, mais demandez leur départ auprès du président de la République. 5 minutes, oui, monsieur le Président, s'il vous plaît, je vous en prie, vous avez dit arrêter mes gars, j'en ai qu'une seule, mais laissez-moi sur ça. C'est dramatique. Quelles sont les perspectives pour comment l'histoire que le président on parle des accords avec le FMI? D'ici là, surtout qu'ils sont venus ici, ils sont venus nous ont ouvert une session budgétaire sans gouvernement, sans un peu d'approche. C'est une première dans l'histoire du Congo. Donc c'est ici, voici les mesures, voici ce qu'on va aboutir. Mais nous sommes venus très gentils, nous vous recevons avec 5 mois sans salaire. Nous vous recevons 5 mois sans salaire, derrière nous les attachés, les conseillers, jusqu'au matériel qu'on gère dans les quartiers. Alors donc, soyons sérieux parce que nous devons, ici, le président a dit, il y a des grandes lignes et son gouvernement le met maintenant en pratique. Je reviens sur le point, et ça c'est là où je prends la question qui est déposée, au ministre de la Belgique du territoire, oui. Je voulais vous entendre, monsieur le ministre, quand vous avez parlé du contrat sur l'entreprise de Total, non, je voulais vous entendre que vous avez signé un contrat pour l'aménagement des 135 km. Parce que comment vous avez fait une concession d'une route, monsieur le ministre, une concession de route, et qui n'existe même pas. Mais d'ici, oui. Nous avons suivi les publications des Panama Papers. Alors, dans certains pays où ce scandale avait été dénoncé, le procureur de la République, les différents procureurs, ont diligenté des enquêtes pour faire la lumière sur ces accusations. Avril 2016, le Premier ministre islandais est poussé à la démission. Des révélations sur ses placements offshore non déclarés ont fait descendre dans la rue des milliers de manifestants en colère. Il vient d'être emporté par le scandale des Panama Papers, du nom de l'enquête menée par un consortium de médias internationaux.
Quelques jours plus tôt, ils ont révélé que des personnalités du monde entier ont pratiqué l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent via l'intermédiaire du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. Le plus surprenant, c'est le nombre d'hommes politiques et de dirigeants du monde entier qui figurent dans la liste. On parle là d'une vingtaine de dirigeants mondiaux, anciens ou actuels, et de leurs collaborateurs, qui n'ont pas déclaré l'existence de leur compte offshore. Si vous êtes un élu, cela pose problème. Parmi ces personnalités, le Britannique David Cameron ou l'Argentin Mauricio Macri, mais aussi des personnalités des finances, des sports et du monde artistique, comme la star du football Lionel Messi ou le cinéaste espagnol Pedro Almodóvar. Scandale retentissant, les Panama Papers ont entraîné la fermeture du cabinet Mossack Fonseca et gravement altéré l'image du petit pays d'Amérique centrale. Le Panama figure ainsi sur la liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne. Certains hommes politiques très importants dans les pays impactés ont dû démissionner parce que le scandale était trop grand. Nous avons vu le décès de Parfait Kolela en pleine campagne électorale, sans réaction de la part de la Cour constitutionnelle, parce que certains aspects de cette situation restent non éclaircis. Est-ce que dans ces conditions, l'élection est valable? Est-ce que dans ces conditions, l'élection peut être annulée? Rien de tout ça n'a été entrepris. À quoi sert une constitution lorsqu'il n'existe aucune instance permettant de garantir son application et sanctionner les abus de pouvoir? Monsieur Denis Sassou Nguesso, avec la contribution des spin doctors comme les Strauss-Kahn, Jean-Yves Olivier, François Soudan, etc., qu'il paie à prix d'or une partie du déficit congolais, peut s'expliquer d'ailleurs de cette façon-là, applique à fond tous les concepts relatifs à la spin dictature. François Soudan, bonjour. Cette semaine dans Jeune Afrique, la tentative de médiation de 7 chefs d'État africains entre la Russie et l'Ukraine, laquelle devrait intervenir les 16 et 17 juin prochains, annoncent ses organisateurs. À la baguette, le maestro Jean-Yves Olivier. Tout de suite, 2 mots de cet homme d'affaires proche du président congolais Denis Sassou Nguesso. Comment présenteriez-vous ce cerveau de cette initiative? Complexe, Norbert, complexe, atypique, 78 ans. Il a fait fortune dans le négoce des matières premières et qui, depuis une quarantaine d'années, donne avec une certaine ingéniosité, il faut le reconnaître, dans la diplomatie parallèle, en appliquant à la politique les recettes du négociant. Alors non sans réussite d'ailleurs, hein. On l'a vu au Liban, aux Comores, en Afrique du Sud, récemment en Libye. Très proche, vous l'avez dit, de Denis Sassou Nguesso, mais aussi de Macky Sall, de Ramaphosa, de Faure Gnassingbé, de Museveni, avec de fortes connexions en Russie où il a été consultant de Rosatom, mais aussi en Grande-Bretagne où il a installé sa fondation Brazzaville aux États-Unis. Il est par contre tenu un peu à bout de gaffe à Paris où on le juge incontrôlable et où on met en cause la porosité supposée entre ses activités de négociation et de diplomatie de l'ombre. En fait, Norbert Olivier est tout simplement un personnage inclassable.
La présence de Denis Sassou Nguesso à Paris pour les cérémonies du 11 novembre est saluée et appréciée par les autorités françaises. Rachida Dati, députée européenne et maire du 7e arrondissement de Paris, l'a souligné à sa sortie d'audience chez le chef de l'État. Denis Sassou Nguesso et son hôte ont en outre évoqué la question des flux migratoires pour laquelle l'implication de tous et surtout des chefs d'État africains est vivement sollicitée. Et le chef de l'État congolais est en cohérence avec des propositions et des visions importantes pour la maîtrise de ce phénomène. Aujourd'hui, la présence du président Sassou Nguesso à Paris est une présence importante puisque nous sommes dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale et donc sa présence est saluée et appréciée en France, mais aussi en tant que parlementaire européen, nous avons aussi des enjeux communs. Comme vous le savez, aujourd'hui, ce qui préoccupe les citoyens européens, mais aussi les citoyens africains, c'est les phénomènes et les problèmes de maîtrise des flux migratoires. Et nous pourrons maîtriser les flux migratoires et régler les problèmes de l'Europe qu'avec le concours de l'Afrique et notamment de chefs d'État importants. Dont la stature, dont le poids est important en Afrique. Et le président Sassou Nguesso, quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse en penser, est un président important et qui a effectivement une vision et des propositions. Et donc, pour nous, comme parlementaires européens, il est important qu'on puisse aussi demander aux chefs d'État africains leur contribution, leur participation dans la maîtrise des flux migratoires, dans le développement du continent africain, parce que le continent africain ne se développera que grâce aux Africains et à leurs chefs d'État. Denis Sassou Nguesso et Rachida Dati ont également évoqué la question du fonds bleu pour le bassin du Congo qui préoccupe le chef de l'État congolais. Nous avons beaucoup évoqué le fonds bleu, qui est un outil exceptionnel de lutte et qui est une réponse véritable aux enjeux climatiques dont tout le monde aujourd'hui se rend compte, on se dit que l'avenir de la planète est en danger. Et donc le fonds bleu est un moyen effectivement de sauver la planète. J'exprime au président Larcher notre amitié sincère et notre reconnaissance infinie pour ces inoubliables moments de partage. Denis Sassou Nguesso, président de la République. Nous accordons la sagesse ici. Vous avez fait l'éloge du Sénat dans vos propos. Sénat qui incarne à la fois la modération mais aussi la représentation des territoires. La répression ne disparaît pas pour autant, mais elle est moins intense. En fait, cette petite ouverture de quelques médias indépendants est essentiellement guidée pour son positionnement vis-à-vis de l'extérieur. Merci, Monsieur le ministre. Vous êtes ministre de la Communication et des Médias. La République du Congo occupe la 71e place avec un score de 60,58 dans le dernier classement de Reporters sans frontières. C'est une légère régression par rapport à 2024 où le pays occupait la 69e place. L'ONG RSF indique que ce recul, Monsieur le ministre, s'explique par une influence du pouvoir sur les médias. Quelle est votre réaction face à ce classement et aux raisons invoquées? Bon, vous savez, moi je me méfie des classements qui sont faits par des ONG connotés idéologiquement, qui ont une certaine orientation, qui n'est pas très favorable à certains régimes ou à certains pays. De vous à moi, un classement dans lequel on serait passé, mais encore une fois, je ne crois pas que ces classements soient typiques ou topiques de ce qui se passe dans un pays. On passerait de la 69e, si j'ai bien compris, à la 71e. Justement. Oui, mais bon, ça fait 2 places. On va dire qu'on stagne. C'est un recul. On n'est pas passé de 69 à 80 ou de 69 à 90. On commence petit, après on non, descend. moi j'appelle ça stagner. Bon, bref, la question qui se pose, c'est quels sont les critères sur lesquels on appuie ce classement. Citez-moi, dans le cas du Congo, citez-moi un exemple d'atteinte à la liberté de la presse. Ils disent
Ce recul s'explique par l'influence du pouvoir qui se ressent fortement sur le secteur médiatique. Non, mais ça veut dire quoi? Est-ce que le régime a la main sur les journalistes au Congo aujourd'hui? Non, dites-moi, monsieur le journaliste. C'est moi qui pose la question, monsieur le journaliste. Mais vous posez, mais je vous la retourne. Qu'est-ce que l'on entend par l'influence du pouvoir sur les journalistes? Et comment ça se matérialise? Moi, je vais vous dire, attenter à la liberté de la presse, c'est supprimer des médias. On n'a pas supprimé de médias au Congo. C'est procéder à l'arrestation ou à la traque de journalistes. Vous ne trouverez aucun exemple, et ça fait 10 ans que je suis ministre des médias, où nous aurions supprimé des journaux ou des médias, où nous aurions traqué et emprisonné des journalistes. Les conditions de détention au Congo sont très, très médiocres. Les prisons congolaises sont surpeuplées. Et quand j'arrive à la maison d'arrêt, vous ne pouvez pas vous imaginer, madame. 2 jours après, j'ai été jeté ou placé en isolement total et complet. Vous êtes coupé de tout. 23h50 sur 24 heures, vous êtes dans une cellule non éclairée. Vous n'avez pas droit à la radio, vous n'avez pas droit aux journaux, ni aux livres. Vous n'avez même pas droit régulièrement à manger. Vous avez les toilettes, plutôt un seau dans lequel vous faites les chiottes qui dégagent des toxines. Vous dormez avec. C'est une torture. La preuve, quelque temps après, je suis tombé sérieusement malade. J'ai perdu une 20aine de kilos. Je me demande qui a pu commanditer cela. Je doute fort que ça soit le président de la République, puisque lui-même, il a autorisé les journalistes de critiquer qui que ce soit. Certes, il y a le gouvernement congolais qui a signé des accords de cessation d'hostilité au département du Poul avec le représentant de Pasteur Toumi, mais je pense que ce n'est pas tout, parce qu'il y a d'autres personnes qui restent encore en prison. D'autres acteurs politiques qui sont encore en prison. Et je pense que pour des crispations du climat politique, du climat social dans notre pays, je souhaiterais que le président Sassou accepte le dialogue. Alors, si je retire ces 2 critères, je ne comprends pas sur quel fondement on aurait pu régresser même de 2 places. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, puisque vous vous intéressez au Congo, et c'est bien que dans votre compétence et votre préparation d'émission, vous regardiez tous les détails, mais je vous aurais invité, pour ce qui concerne les médias, à faire une espèce d'étude statistique, qui est la suivante. Combien existe-t-il de médias au Congo? De tout genre. Presse écrite, médias audiovisuels et médias en ligne. Quand vous aurez fait ce recensement, vous vous poserez une deuxième question. Ces médias sont-ils favorables ou défavorables de manière globale, générale, au pouvoir en place? Eh bien, quand vous aurez fait cette statistique, vous verrez que la presse écrite, hormis un journal qui est considéré comme plus ou moins neutre et bienveillant avec le gouvernement, qu'on appelle les dépêches de Brazzaville, vous aurez la totalité de la presse écrite qui est hostile au gouvernement. Hostile. Si je savais que vous aviez une telle question, je vous aurais ramené les journaux et vous auriez regardé les titres. Et vous auriez vu vous-même, c'est bizarre pour un pays où la liberté de la presse est censément, d'après Reporters sans frontières, être en danger. Prenons les médias audiovisuels. Aujourd'hui, vous avez une chaîne d'État qui s'appelle Télé Congo. Pour le reste, vous avez et Radio Congo pour le versant audio. Hein. Ouais. Vous avez des médias privés pour le reste. Je vous invite à regarder la nature des débats. Ils font des talk-shows, ils font un peu ce que font aujourd'hui les grandes chaînes d'information, par exemple ici en France. Ouais. C'est des débats du matin au soir où on débat de l'actualité et on débat de l'action des pouvoirs publics, on débat de l'actualité économique et politique. Je vous invite à suivre ces débats. Vous verrez à
Allez, on va dire que dans les trois quarts, ce sont des procès contre la gestion du gouvernement et ces journalistes. Non, ce classement est injuste, monsieur le ministre, selon vous. Non, ce classement, je n'en tiens pas compte. Vous n'en tenez pas compte? Non, parce que je considère qu'il est la liberté biaisé. de la presse est garantie au Congo. Non, je dis simplement que la liberté de la presse est effective. Pour résumer fortement, on passe des coups portés au corps à la manipulation des esprits, avec un leitmotiv, le maintien de la paix, toujours la paix. En réalité, cette paix est une soumission aux desiderata du dictateur, étant donné que c'est lui qui a provoqué cette situation de guerre permanente. Le but est d'utiliser les institutions démocratiques pour miner la démocratie. Le système est aussi une usine de production de fake news pour jouer sur la psychologie des citoyens. Par exemple, des bruits courts que les appels par WhatsApp sont écoutés. C'est faux. Cet outil, ce logiciel, voit passer des milliers, des millions d'appels. Ils n'ont ni le matériel, ni la capacité de les traiter, de traiter toutes ces informations pour pouvoir les utiliser contre les citoyens. Donc ce n'est pas l'homme de la paix. En réalité, ils ont des numéros mis sur écoute qui leur permettent de suivre certains citoyens. Mais il est faux d'affirmer que tous les appels WhatsApp sont écoutés. Ils propagent ces fake news pour atomiser les populations, pour leur faire peur. Avoir peur, c'est s'enlever la possibilité, la capacité de protester, de contester. Si les citoyens sont saisis par la peur, ils ne sont plus capables de s'unir pour désintégrer le système qui les oppresse. En effet, la perception d'un danger rend plus pessimiste, plus craintif par rapport aux risques encourus. Tout ceci sécurise le système. Comme l'écrivait Machiavel, la peur est la forteresse des dictateurs. Et quelle différence existe-t-il entre ces dictateurs-là, ces spin dictators, et les dictateurs du XXe siècle qui, eux, faisaient plus peur? C'est ça. La différence, c'est la violence, peur ouverte, répression ouverte ou répression masquée, cachée, censure postmoderniste, cachée aussi, propagande différente. Ils massacrent moins leurs opposants. Ils massacrent moins, ils cachent les massacres aussi. Parfois, il y a des prisonniers politiques, mais les prisonniers politiques, les opposants,
ils sont en prison pour les raisons non politiques. Par exemple, en Turquie aujourd'hui, il y a Selahattin Demirtas, homme politique, leader des partis kurdes, qui est en prison pendant 7 ans pour les raisons qui ne sont pas liées au fait qu'il est une vraie menace pour Erdogan, parce que c'est un vrai homme politique opposant. Les mêmes choses en Russie, où le leader de l'opposition russe, Alexei Navalny, était maintenant en prison, mais il a été arrêté, persécuté depuis 2013 par les raisons non politiques, en fait. Oui, et ils l'ont arrêté parce qu'il revenait dans le pays. C'est ça. S'il était resté dehors, ils étaient contents de s'en débarrasser d'une certaine manière. Parfois, Vladimir Poutine utilise l'empoisonnement. C'est aussi un outil très moderne parce que c'est un outil caché pour tuer quelqu'un sans, en fait, donner l'impression que c'est moi. Donc, l'idée, c'est pour donner l'idée que moi, je suis démocrate. Et c'est l'idée des spin dictators, des dictateurs de la manipulation, c'est pour faire semblant d'être démocrate. Vous dites quelque chose de très intéressant en parlant les dictateurs du XXe siècle censuraient toute critique pour ne pas avoir l'air faible. Ceux d'aujourd'hui s'en abstiennent pour avoir l'air fort. Au fond, il y a beaucoup moins de censure aujourd'hui chez les spin dictators qu'il y en avait chez les dictateurs du XXe siècle. C'est ça. Et c'est ça. En Union soviétique, par exemple, je suis né en Union soviétique. Là, on a eu le département de la censure, Glavlit. On parle de ce ministère de la vérité, comme Orwell l'a dit. Là, maintenant, la constitution russe, en fait, interdit la censure. La censure est cachée. La censure est vraiment, vraiment dissimulée. Et donc, les citoyens russes ne connaissent pas que l'information est censurée, parce que l'information sur les censures est également censurée. Bien guidée, la bonne vieille propagande répand le cynisme et la division, la méfiance et le découragement. La question qu'il faut donc poser à ces fake candidatures est celle-ci. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé en termes de rapport de force depuis 1997, 2002, 2009, 2016 et 2021 pour prétendre gagner? Ont-ils suffisamment organisé les populations pour les mobiliser contre le système et ainsi inverser le rapport de force? L'atomisation, c'est quand un régime tente de prendre chaque individu de la société et d'en faire un élément isolé. C'est l'un des meilleurs moyens qu'ils ont trouvé pour garder le pouvoir. Ils cherchent à contrôler la population, faire en sorte que tous aient peur des autres, redoutent de s'exprimer et d'agir ensemble, qu'on ne puisse pas dire à ses voisins ni à sa famille ce que l'on pense vraiment. Quand on voit quelqu'un d'extérieur faire preuve de courage, alors soudain on devient nous. Il n'y a plus de « je ». Nous pouvons faire ce que moi seul je ne pouvais pas. Ces piliers soutiennent le gouvernement, tout comme mes doigts soutiennent ce livre. J'ai mis en place une stratégie visant à ébranler chacun de ces piliers, que ce soit la police, les institutions religieuses, les travailleurs, toutes les organisations. Quand ils s'affaiblissent et qu'ils finissent par céder, alors le gouvernement s'effondre. Sans ces piliers, il n'est rien. Dans l'idéal, nous ne voulons pas que ces piliers soient démolis, mais qu'ils se déplacent et se mettent à soutenir le mouvement démocratique. Si l'on veut que ces piliers changent de camp, alors il faut parvenir à convaincre les gens. Ont-ils médité sur le sort de Mokoko, Okombi et Kolela pour comprendre la nature des institutions qu'ils ont mis dans ces situations? Ont-ils compris le but des accords militaires et de sécurité signés avec le Rwanda?
s'il s'arrête sur ces accords, médite sur ces accords militaires et de sécurité, ils comprendront que toutes ces forces sont là pour, le moment venu, réprimer dans le sang toute insurrection ou toute révolte, alors que la révolte est inscrite dans leur constitution. Parce que le préambule de leur constitution contient la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1948 qui stipule que quand les dirigeants mènent une politique répressive, la population a le droit de se révolter. C'est le paragraphe 3 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1948. Est-ce que ces mêmes fake candidats ont compris pourquoi ni le PCT ni Sassou Nguesso ne respectent la Constitution? S'ils s'arrêtent, s'ils réfléchissent à cette situation, ils comprendront tout de suite que la Constitution est une façade. L'essentiel est ailleurs pour eux. L'essentiel est de préserver le pouvoir coûte que coûte. Donc, tous ceux qui s'inscrivent, tous ceux qui croient en ces institutions pour pouvoir présenter leur candidature se trompent. S'ils ne se trompent pas, si ce n'est pas ça, alors ils sont cyniques. Les régimes autoritaires n'organisent les élections que pour contenter la communauté internationale. Les dictateurs sont des dictateurs parce qu'ils ne savent pas gagner les élections. Dès lors, les élections ne pourraient être question. Nous l'avons vu, nous le vivons au Congo depuis 1997. Et dans ce cas, les divers scrutins depuis 2002 ne sont que de la poudre aux yeux. Plus que jamais, l'actualité des Koulouna, malgré l'abolition de la peine de mort et des engagements pris auprès de la communauté internationale, nous montre de manière éclatante qu'il piétine sa propre constitution. Parce que la logique des dictateurs n'est pas une logique de paix. Ce n'est pas une logique de paix et d'intérêt général. La logique des dictateurs est une logique de force, de domination et de conquête. On ne peut pas négocier avec eux sur quelque sujet que ce soit, parce que toute négociation ne peut se faire qu'à notre détriment. Tous ces fake candidats, toutes celles et tous ceux qui pensent qu'ils peuvent aller dialoguer avec le dictateur se trompent largement. On n'a jamais vu les lions et les biches s'asseoir dans la savane pour discuter comment ils vont l'administrer. Les lions ne font qu'une bouchée des biches parce que le rapport de force est en leur faveur. Donc il ne faut pas venir tromper les gens. Il ne faut pas qu'ils se moquent des gens quand ils viennent présenter leur candidature à des élections dont on connaît déjà l'issue. Ces démarches ne participent qu'à la légitimation de M. Denis Sassou Nguesso. Nous le savons. Donc, par cynisme, par corruption, toutes ces personnalités, tous ces candidats doivent, le moment venu, rendre compte aux Congolais. Parce que si le système dure, si le système persiste,
c'est grâce à ces candidats qui légitiment le pouvoir de Brazzaville, qui légitiment les élections organisées dans le cadre de la dictature. On peut déjà imaginer, lire les journaux, les grands titres des journaux. Monsieur Denis Sassou Nguesso a gagné parce qu'il avait face à lui une opposition divisée, avec plein de candidatures. À ce moment-là, on dira, il a perdu, ce n'est pas parce que il a triché, mais c'est parce que l'opposition était divisée. Donc cela, nous en tiendrons compte, nous continuerons à en tenir compte, et toutes ces personnes ont cet avertissement sérieux. Nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en dictature. Un système dans lequel le pouvoir est personnalisé, ainsi que toutes les institutions. Sans cela, qu'il faut dire que les institutions dans une dictature n'ont rien de commun avec les institutions dans une démocratie. Ceux qui font semblant de l'ignorer sont complices de ce système. Merci de m'avoir écouté.